Je voudrais remercier les gens qui ont posé. Je vais dire que la communication est assez mauvaise. Elle est entrecoupée. J'espère que j'ai bien noté. Est-ce que des nouvelles du président Laurent Gbagbo, à quand remontent les derniers? Comme je l'ai indiqué déjà, je suis toujours gêné d'évoquer sur place publique que je peux en tant que président du Front Populaire, parce que ces contacts-là ne relèvent pas. Nous savons dans quelle situation se trouve le président, qu'il est dans un procès, que tout ce qui se fait à l'extérieur et dans lesquels il est impliqué peut jouer défavorablement ou favorablement contre ou en sa faveur. Donc c'est pour cela que très souvent, surtout lorsqu'il s'agit de relations à caractère politique, le Front ivoirien en particulier. Mais je voudrais rassurer votre auditeur que nous avons les contacts et à l'occasion de la vieille Gado, véritablement la touche à un domaine essentiel. La personne qui a été proposée pour servir de relation entre le président Gbagbo et moi, le président Gbagbo ne peut pas m'appeler et moi non plus je ne peux pas l'appeler, étant donné que cette personne m'a passé le message dans lequel le président Gbagbo, que les ancêtres de la vieille soient politisés et qu'il a décidé de confiation fait que le Front Populaire en restant en fils. Ce n'est pas le dernier message, parce que à travers certaines personnes cherchent à savoir si un mécanisme de communication existe entre Gbagbo et nous. Je vais les rassurer que nous savons, même si nous n'avons pas encore l'occasion d'aller à l'AE, parce que je suis sous international, mais nous avons la possibilité de savoir nécessaire et de recevoir des messages si le président Gbagbo souhaite parler personnellement. Cela m'amène à la question qui a été posée par un autre à propos de la candidature du président. Et je voudrais donc dire que je n'oppose pas à une candidature puisque le président Gbagbo, juste à preuve de contraire, ne m'a pas dit qu'il était candidat, que moyen que ce soit, ne m'a pas dit qu'il était candidat à la présidence du Front Populaire ivoirien. Je vous ai indiqué qu'il y a une personne qui sert de relation et jusqu'à preuve de contraire, cette personne ne m'a jamais parlé. À l'occasion de l'annonce de la manière dont l'obsèque de vieille Gado devait être président du Front Populaire ivoirien, avant de déposer ma candidature à la présidence, je l'ai informé et je lui ai dit de transmettre au président Gbagbo que le Front ivoirien va bientôt aller en congrès. Donc, en tant que président sortant, j'avais décidé de faire acte de candidature à ma propre succession. Donc c'est pour vous dire que jusqu'à preuve, le président Gbagbo veut nous transmettre en dehors de ce canal un message écrit, comme l'avait exigé le comité de contrôle pour les candidatures à la présidence du Front Populaire ivoirien. Nous savons que le président Gbagbo nous fait venir par la voie du greffe de la CPI un courrier, une demande manuscrite, comme l'avait exigé. Nous l'aurons reçu en bonne et due forme et nous aurons informé. Qu'à preuve de contraire, nous avons reçu par les voies officielles aucune demande manuscrite du président par rapport à la présidence. Tout ce qui se trame ou de ce qu'on a appelé l'appel de Mama, quand je le considère comme des manœuvres que certaines personnes qui n'ont pas la capacité de nous affronter directement peuvent extraire, projeter, débarrasser du président sortant du fait ivoirien et gérer le parti par procuration. Et pas cautionner cette manipulation, cautionner la position que nous avons actuelle par rapport à la... Alors, ce que je pense d'une probable libération du président Laurent Gbagbo, dire que cela dépend de nous. Une probable libération du président Laurent Gbagbo dépend de nous.
Et les demandes de mise en liberté provisoire qui ont été jusqu'à présent formulées, qui est là du président Laurent Gbagbo, nous orientent sur l'attitude qu'il nous faut adopter si nous voulons être utiles à la libération du président Laurent Gbagbo, que nous nous inscrivions dans la vie politique en Côte d'Ivoire, que nous nous inscrivions dans le dialogue politique, dans la réconciliation, que tous les arguments que développe Maître titre sont organisés autour du travail que nous faisons, autour du fait que le Front populaire ivoirien n'est pas un parti dangereux, que le Front populaire ivoirien est inscrit dans le processus de réconciliation nationale, qu'il discute avec le gouvernement, qu'il est reçu par les représentations diplomatiques encore, et qui ne peut constituer en aucune manière une entrave à la mise en liberté provisoire du président Laurent Gbagbo. Au contraire, le Front populaire ivoirien, parce qu'il participe au dialogue politique et à la réconciliation nationale, considère la libération du président Gbagbo peut être un instrument supplémentaire et décisif pour qu'il y ait une réconciliation véritable encore. De maintenir à ces pays, c'est donc faire œuvre à la réconciliation. Et c'est cette direction que nous travaillons. Dans cette direction que nous voulons engager tous nos compatriotes et tous nos amis à l'extérieur qui souhaitent voir le président Gbagbo libre. Donc que par la réconciliation, par la voie de négociation, par la diplomatie, nous arrivions à dénouer toutes les situations qui Gbagbo est à l'heure actuelle loin de nous et privé de liberté. Pour le moment, je voudrais m'arrêter là et vous laisser le micro pour les questions suivantes. Bonsoir. Alors, le président disait tout à l'heure que il ne s'opposait pas à la candidature du président Laurent Gbagbo. Ben, moi, j'ai une question à 3 volets. Le premier volet de ma question, c'est concernant, disons, monsieur le ministre Douati, qui est passé à une chaîne internationale, qui disait que ils sont pas contre AFI, mais sauf que le président AFI ne respectait pas, disons, ce que les militants du FPI ont décidé de leur ligne de conduite pour le dialogue avec le gouvernement. Notamment, ils ont demandé à ce qu'il y ait une personne, disons, un médiateur entre le gouvernement et l'opposition pour que ce qu'ils vont décider avec le gouvernement ne soit pas des choses dites dans le vide, pour que cette personne puisse attester de ce qui a été discuté entre le FPI et le gouvernement. Et dans ma deuxième volet de ma question, le Premier ministre Afi a dit qu'il y avait une personne de ressources qui était chargée de lui transmettre ce que le président Laurent Gbagbo lui disait, que le président Laurent Gbagbo décidait à chaque fois. Mais, monsieur le Premier ministre, pourquoi ne dites-vous pas à cette personne que vous ayez vraiment, qui donne la possibilité au président Laurent Gbagbo de dire devant les militants, puisque les militants, à travers ce qui se passe, se font vraiment manipuler de gauche à droite. Pourquoi le président Laurent Gbagbo ne pourrait pas parler directement pour que vraiment ce problème qui se passe au sein du FPI puisse s'arrêter là? Et ça, c'était le deuxième volet de ma question. Et le troisième volet, j'aimerais dire vraiment, c'est vrai que vous ne vous opposez pas à la candidature du président Laurent Gbagbo, mais est-ce qu'il ne serait pas judicieux de vous-même demander au président Laurent Gbagbo d'être candidat, puisque, comme vous le dites, ça peut permettre aussi, puisque s'il est un homme politique qui dirige un parti politique, est-ce que ça ne pourrait pas permettre à faciliter aussi sa libération? J'aimerais m'arrêter là. Vraiment, merci, monsieur le Premier ministre, de m'avoir vraiment écouté. Oui, bonsoir. Est-ce que vous me recevez? J'aimerais poser une question à monsieur Afi N'Guessan, il me semble. Voilà. Pour autant qu'il soit audible, qu'il me comprenne vis-à-vis de mes dires. J'aimerais, vis-à-vis des partis politiques, tous partis politiques confondus,
vous suggérez vous-même, c'est peut-être votre droit, de par le parti de Monsieur Laurent Gbagbo, de reprendre le pouvoir de par les prochaines élections qui auront lieu cette année. Hein. Qu'est-ce que vous pensez faire pour ce pays, Côte d'Ivoire? Parce que je m'aperçois, et voilà, que politicien est égal à quoi? La définition d'un politicien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une prise d'argent pour moi. C'est une prise de facteur. Un politicien devrait pratiquement travailler gratuitement pour son pays. Telle Mère Teresa, prenez Mère Teresa, et là, voilà. Mais souvent, c'est pas le cas. Et dans chaque pays, c'est pas le cas. Donc, et prendre un parti politique, prendre comment dirais-je, être élu président, c'est prendre le pouvoir d'un État, mais c'est savoir régir l'État. Et quand on régit l'État, on prend l'argent de l'État dans sa poche. Et c'est comme ça que ça se passe, et dans divers pays qui sont là. Vous ne relevez pas les choses, vous envenimez les choses. Et après, vous voulez pas quitter le pouvoir parce que vous avez eu le pouvoir. Mais le pouvoir, pour avoir le pouvoir, il faut savoir résumer à quoi le pouvoir est. Mais vous, c'est uniquement matière budgétaire, matière argent pour vous-même et votre famille. Voilà, je laisse ça. Pardon. Je voudrais répondre l'internaute a évoqué le mot de M. Douati qui a affirmé que ceux qui sont avec lui ne sont pas contre le parti, mais qui ne considèrent pas, ne respectaient pas les décisions, parce qu'on parlait de médiateurs dans le cadre justement satisfaire cette très précisé justement à ce propos, parce que ce qui a été avancé ne correspond pas à la vérité. La discussion, je dirais, que nous avons eue à l'occasion de la reprise du dialogue politique avec le gouvernement est nullement lié au fait que j'étais posé à la prise d'un médiateur, au fait que les camarades, lorsque nous avons été invités à la réunion du 22 mai 2014, après le boycott de la population et de l'habitat, avec un ordre de jour précis, qui portait sur les principales revendications que les camarades ont refusé de se rendre à cette réunion au motif qu'il faut d'abord un médiateur. Je leur ai dit, mais si nous n'allons pas à la rencontre, comment le médiateur va apparaître si nous restons à notre siège et que le gouvernement aussi reste en ses bureaux? Nous rencontrons, il faut que nous rencontrons à la réunion et qu'au cours de cette réunion, nous posions le problème du médiateur. Et cela me paraissait être la démarche la plus cohérente et la plus, de mon point de vue, intelligente. Mais dire a priori que tant qu'il n'y a pas de médiateur, je ne discute pas, alors que pour avoir un médiateur, il faut discuter. Nous-mêmes, nous nous privons de moyens, comme si nous cherchions des moyens pour refuser de poursuivre le dialogue politique. Donc, c'est principalement lié à la démarche. Et je crois que c'est parce que les camarades ne voulaient plus. Ils voulaient donc trouver des artifices pour empêcher la poursuite du dialogue politique. S'ils étaient de bonne foi, ils auraient accepté de répondre à l'invitation du gouvernement et à l'occasion, peut-être même comme question préalable, on aurait alors pour dire, bon, on va discuter, mais il faut qu'on se mette d'accord à la présence des médiateurs. Ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Et je voudrais dire aux internautes que la crise que nous traversons à l'heure actuelle a été publique, a été, je dirais même, effective à partir de cette date, le 22 mai 2014, lorsqu'ils ont refusé de répondre à la convocation du gouvernement pour la reprise du dialogue politique au motif
qu'il n'y avait pas de médiateur. D'autres camarades ont même dit qu'il fallait d'abord que nous allions à un comité central avant de répondre à cette invitation. On a dit, mais est-ce que nous allons aller au comité central pour demander au comité central l'autorisation de répondre à cette invitation du gouvernement, invitation au cours de laquelle nous allons examiner des questions aussi. Cela signifiait que donc nous refusions d'être présents le 22, nous prenons notre temps d'aller à un comité central avec un courrier, nous allons poser la question au comité central de savoir est-ce que sur la base de ce courrier, nous avons le droit d'aller à la réunion. Je dis, moi je ne peux pas du tout. Nous ne sommes pas des enfants. Nous avons occupé de hautes fonctions à la tête de cet État. Et c'est parce que les militants nous font confiance qu'ils ont la tête de notre organisation. Il nous appartient, dans certaines circonstances, de prendre nos responsabilités, d'aller à la rencontre, d'aller écouter le gouvernement. Si nous voulons, après qu'ils aient décliné toutes leurs propositions sur les différents points de l'ordre du jour, nous pouvons leur dire, bon, nous avons une note, nous allons nous référer à notre base et nous vous rendrons compte de la position que la base nous aura convié de prendre. Mais dire que on va aller à un comité central avec le risque donc que nous ne soyons pas à cette réunion, alors que pour que cette réunion ait lieu, il a fallu que la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU elle-même se mobilise, fasse la médiation, aille voir le chef de l'État et plusieurs les engager à avancer dans le dialogue politique, des concessions, de manière à permettre au dialogue politique d'avancer. Si nous n'étions pas présents, comment le Front populaire ivoirien serait traité après que les uns et les autres auraient observé que à cette réunion du ivoirien a brillé par son absence, alors que c'est lui qui est demandeur du dialogue politique, alors que c'est lui qui a des problèmes à régler, et qu'on lui offrait ainsi une occasion de poser des problèmes et de pouvoir voir dans quelle mesure le gouvernement allait trouver des solutions. D'autant qu'avant cette réunion, nous savions, et madame la représentante du secrétaire des Nations Unies nous l'avait promis que des concessions allaient être faites. Donc nous nous sommes séparés ce jour-là parce que j'ai refusé de les suivre dans la voie qui nous disait, à savoir aller d'abord à un comité central avec l'invitation du gouvernement avant d'éventuellement répondre. Nous avons discuté et c'est à cette occasion que nous avons eu le seul document écrit, signé qui existe à l'heure actuelle entre le gouvernement et le Front populaire ivoirien dans le cadre du dialogue politique, ce jour-là que nous avons eu le seul document dans lequel le gouvernement avait indiqué clairement s'engageait à réintégrer dans les administrations tous les du Front populaire ivoirien qui sortaient de prison, qui venaient d'exil. Et qu'il avait pris l'engagement que les camarades qui étaient en exil pouvaient rentrer et qu'aucun d'eux ne serait, même ceux qui font l'objet. À cette occasion qu'ils ont annoncé donc le dégel de 50 comptes, la libération de 150 prisonniers, et qu'ils avaient dit que les questions relatives à la médiation, au comité de suivi, au financement, être examinées pendant. Donc, à ce moment précis, il y avait, si nous voulions véritablement avancer le dialogue politique, ou si nous voulions de dilatoire pour empêcher les choses d'avancer. Moi, je suis travailler en faveur de la libération de tous les, pour travailler en faveur du retour des exilés, travailler en faveur du dégel des comptes, créer les conditions pour que, au plan politique, au plan diplomatique, il soit d'influencer la situation du président Laurent Gbagbo. Donc je ne peux pas me permettre de faire plus de donner le sentiment que nous ne voulons pas avancer dans la résolution des problèmes du pays, dans la restauration de la paix et de la stabilité. Donc c'est pour cette raison que nous nous sommes séparés et que nous sommes. Je voulais dire à l'internaute, poser la question du médiateur évoqué. La seconde question est relative à la posture du président. Pourquoi le président Laurent Gbagbo ne s'exprime pas directement? Bon, évidemment, je pense que n'est pas destiné en fait à moi, puisque ce n'est pas moi je m'exprime dans la crise. Et je voudrais dire que
Et par rapport à cette question, moi j'ai toujours dit qu'on a déjà parlé par rapport à la crise. À plusieurs occasions, le président Laurent Gbagbo a dit, en 2010, il a dit que en aucun moment, il ne se voit pas en train de compétir à la présidence du Front populaire ivoirien. Après tout le parcours politique et toutes les siens. Il a dit au cours d'un meeting à Issia en 2010. Il a dit depuis 1992 qu'on ne dirige pas un parti politique depuis là. Le président Laurent Gbagbo a tout dit. Le président Laurent Gbagbo aujourd'hui est largement au-dessus du Front populaire. Il n'a pas besoin d'être président du Front populaire ivoirien pour marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire et je dirais même pour marquer je dirais légitimité, sa carrure et sa carrure sont établis. Il n'a pas besoin de parler. Il nous appartient, nous qui avons aujourd'hui, nous à qui il a laissé le Front populaire, il nous appartient de nous battre pour donner le rayonnement que nous souhaitons à ce parti. Pour faire en sorte que ce parti-là aussi soit un instrument pour sa libération, pour faciliter sa libération. Il nous laisse nous conduire notre barque comme nous l'entendons, parce que par ce qui se passe, cette guéguerre à la tête du Front populaire, elle relève d'abord de notre responsabilité. C'est à nous. Il existe, c'est pour que nous aussi nous puissions apporter notre contribution à la restauration de la paix dans notre pays, à la construction de notre pays. Alors, pourquoi est-ce que ce ne serait pas judicieux de demander au président Gbagbo de ça? Parce que cela faciliterait. Rien ne dit que le président Laurent Gbagbo, candidat ou président du Front populaire ivoirien, est la meilleure. Il puisse être libéré. Il n'y a aucun lien, et rien ne démontre que le président Gbagbo, président du Front populaire ivoirien, va gagner en notoriété ou en légitimité et avoir davantage d'influence sur le dossier judiciaire dans le l'expérience de Jean-Pierre Bemba, qui est à l'heure actuelle président du pays, l'atteste. En 2011, Jean-Pierre Bemba était déjà à la CPI et a été reconduit, parce que lui était MLC, il a été reconduit à la tête. Il a été même présenté par le MLC comme le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2011. Jusqu'à ce jour, Jean-Pierre Bemba est toujours en prison. Au contraire, son parti a décliné. Alors qu'en 2011, avec la force politique de l'opposition, à l'heure actuelle, le MRC a autour de 20 députés et se classe en 5e position RDC. Donc c'est dire que choisir une personnalité qui n'est pas en mesure d'exercer l'effectivement du pouvoir pour la placer à la tête d'une organisation et décapiter politiquement cette organisation et entraver son bon fonctionnement. Parce que forcément, celui qui sera là, gérer le parti par procuration, de quelle légitimité et de quelle autorité celui-là disposerait-il pour pouvoir faire respecter les décisions qu'il va assumer avec, je dirais, efficacité, avec responsabilité. C'est pourquoi, en quoi le président Gbagbo, président du Front populaire ivoirien, cela arrange sa situation, en quoi cela arrange, en quoi cela peut contribuer à avancer la lutte en Côte d'Ivoire. Au contraire, je ne vois que des inconvénients. C'est que le président Gbagbo, président du Front populaire ivoirien, serait exposé. Parce que tout ce qui va se passer ici, il en sera le premier responsable. S'il y a des affrontements au cours des manifestations, s'il y a des exactions, tout ce qui va advenir, le président Gbagbo serait comptable. Or, le dossier qu'il a déjà suffisamment délicat pour que nous puissions encore lui donner une responsabilité qui risque d'aggraver la situation du pays. Je ne vois aucun intérêt, je ne vois aucun avantage, sauf pour certaines personnes
à vouloir, à travers ce geste-là, manifester une sorte d'affection au président Gbagbo. Or, c'est ce que le président Gbagbo a besoin aujourd'hui. Ce dont il a besoin, c'est d'un parti fort, d'un parti responsable, de leaders politiques déterminés qui vont se battre afin que le dossier dans lequel il est impliqué trouve une solution et qu'il puisse retirer son pays. Moi, je m'inscris dans cette démarche de raison au lieu de m'inscrire dans l'émotion qui consiste à vouloir en quelque sorte se dédouaner de notre impuissance en donnant le sentiment que nous l'aimons, nous l'avons placé à la tête. Ce ne sont pas les titres que nous allons lui apporter là où il se trouve qui vont faciliter sa situation, mais l'action déterminée que nous allons engager dehors, c'est cela qui va faire en sorte de retrouver la liberté. Moi, je me bats d'abord pour que, dans le cadre du dialogue politique, j'ai la possibilité de sortir du pays, que mes sanctions soient levées, que je puisse accéder à mes ressources financières, de même que tous les militants, pour que nous ayons des capacités d'action sur le terrain, pour que j'ai la capacité de voyager, de faire la mobilisation au plan diplomatique, de tous les amis du président Laurent Gbagbo, aussi bien en Afrique qu'en Europe, pour que nous puissions créer un vaste mouvement pour influencer les décideurs afin que tous comprennent que l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt de la communauté internationale en matière de paix et de la Côte d'Ivoire et de la sous-région passe par la libération du président Laurent Gbagbo. Qu'il faut donc créer les conditions pour qu'il retrouve la Côte d'Ivoire de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Ensuite, qu'est-ce que notre ami nous a dit que nous comptons faire pour ce pays si d'aventure le Front populaire ivoirien gagnait les... évoquer les questions de corruption, évoquer la tendance de certains hommes politiques à vouloir... Je voudrais le rassurer pour dire que tous ceux qui sont engagés au Front populaire ivoirien depuis des années aux côtés du président Laurent Gbagbo sont des militants politiques au service dans l'intérêt de leur pays, que malgré le contexte difficile des années, ils sont battus pour que ce pays devienne un pays, que le multipartisme soit une réalité. Ils se sont battus pour l'alternance politique. Donc aujourd'hui où le pays est déchiré, divisé, et où la pauvreté a plus que doublé, notre ambition, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, la stabilité, et que les Ivoiriens se retrouvent et se réconcilient. Parce qu'on ne peut pas construire durablement un pays dans la division, la haine. La mission politique d'un certain nombre d'hommes politiques a conduit ce pays-là dans la division et dans la haine. Avec la rébellion du 19 septembre 2002, avec la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire a besoin d'unité nationale. La Côte d'Ivoire a besoin de... Donc nous sommes engagés dans cette dynamique. Parce que rien de durable ne peut se construire dans la division. Rien de durable ne peut se construire si les fils et les filles de ce pays sont divisés, ne se parlent pas et se regardent en chien de faïence. Donc, à l'occasion des prochaines consultations, l'un des thèmes majeurs de notre action serait la réconciliation des filles de ce pays. C'est-à-dire à ce que nous nous donnons la main, que nous travaillons dans l'unité et dans la solidarité, et que l'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, nous fassions en sorte que les violences que nous avons connues ces dernières années, que la stabilité soit restaurée dans notre pays, pour que la reconstruction soit possible, pour que l'économie redémarre, parce qu'aucun opérateur économique ne peut investir dans un pays en crise, dans un pays instable, dans un pays incertain. Or, le progrès de ce pays doit passer par l'économie et par l'initiative privée et par les investissements privés, aussi bien nationaux. Comment mobiliser ces investissements s'il n'y a pas la question, pour nous, la question de la réconciliation, l'un des fondamentaux de la reconstruction. Et nous allons travailler à cela. Nous allons travailler aussi à la lutte contre la corruption, comme le pays est pauvre. Il faut faire en sorte que toutes les ressources soient mises au service de ceux qui sont
temporairement chargés des responsabilités publiques ne profitent pas de leur position pour appauvrir le pays, pour détourner les deniers publics, pour s'enrichir au détriment du peuple. Ça, la lutte pour la bonne gouvernance sera Quand nous étions aux affaires en 2001, nous avons lancé les appels à candidature pour les postes stratégiques des services publics, notamment le directeur général des impôts, le directeur général du trésor, qui sont des postes pourvoyeurs nationaux. Cela témoigne de notre volonté de lutter pour la bonne gouvernance et ce travail devra se poursuivre demain. Il y a beaucoup d'autres choses à faire pour promouvoir l'emploi en faveur des jeunes, pour promouvoir le progrès social. Les femmes qui sont connues de nos compatriotes à la confiance de nos compatriotes et à l'opportunité de reprendre en main la destinée du pays. Alors que j'ai passé en revue trois questions, j'ai essayé d'être un peu long. Je vais vous redonner le micro pour que ceux qui ont des questions puissent les poser. Deux questions à poser à Monsieur le Président Afi N'Guessan. La première des questions, à vous entendre parler, au fait, vous savez déjà ce dont Monsieur Laurent Gbagbo a besoin. Vous dites que, en fait, Monsieur Laurent Gbagbo aujourd'hui n'a pas besoin d'être président du FPI, n'a pas besoin d'être, au fait, pour pouvoir, enfin, vous savez ce qu'il veut. Je ne sais pas, depuis quand vous avez commencé à communiquer avec Monsieur Laurent Gbagbo, et comment est-ce que vous pouvez penser, vous pensez à la place de Monsieur Laurent Gbagbo, vous savez ce qu'il veut aujourd'hui. Est-ce que vous avez discuté avec lui pour savoir ce qu'il veut? Ah. Ça, c'est la première des questions. La deuxième des questions, vous étiez à la tête de ce pays, vous êtes resté au pouvoir, je dirais peut-être 10 ans ou 2 ans, je ne sais pas. Et vous nous avez donné un exemple, enfin un mauvais exemple des démocrates. Parce que vous avez perdu les élections et vous n'avez pas voulu quitter d'une manière, comme on l'a dit, d'une manière, au fait, convenable pour laisser la place aux autres. Aujourd'hui, vous voulez revenir au pouvoir. Vous voulez réorganiser votre parti. Qu'est-ce que vous voulez apporter aux Ivoiriens de nouveau qu'on n'a pas encore vu? Voilà ma question. Merci. Monsieur le Président, il n'est pas facile d'avoir le micro ici. Donc, permettez-moi de poser au moins 3 questions, si vous le permettez. Ma première question concerne la crise politique en Côte d'Ivoire, la crise post-électorale. La seconde concerne la crise qui est au sein du FPI. Et la troisième concerne les perspectives que le président, Premier ministre Afi N'Guessan a pour la Côte d'Ivoire. La première question est la suivante. Monsieur Afi, président Afi, qu'est-ce que vous avez concrètement retenu de la crise post-électorale? Quelle est la plus grande leçon que vous avez retenue de la crise post-électorale? La seconde question est la suivante. Le porte-parole le porte-parole de Laurent Gbagbo, Kone Katina, a dit, je cite, Monsieur Laurent Gbagbo est candidat à la présidence du FPI. Je pense que, étant porte-parole, Monsieur Katina a été désigné par le président Laurent Gbagbo et sa voix porte fort. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du président? Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du porte-parole de Laurent Gbagbo? La troisième question, c'est la dernière question, monsieur le Premier ministre, concerne si vous n'arrivez pas à unir le parti, est-ce que vous pensez à la démission? Et tout en parlant de démission, qu'est-ce que vous pensez du départ de Mamadou Coulibaly du FPI? Merci, le Premier ministre. Ok. Merci Monsieur le Premier ministre. Et j'ai 3 questions, mais très brèves en tout cas, parce que je sais qu'on n'a pas le temps. 3 questions. Je vais directement aux questions. La première est la suivante.
je disais qu'elle est sans faux fuyant, bien sûr, votre lecture de la situation actuelle, la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et puisque on sait que devant la récurrence des arrestations des Ivoiriens, voilà, des pro-Gbagbo qui rentrent au pays, hein, devant cette récurrence des arrestations, qu'est-ce que vous faites pour que cette situation-là, en tout cas, s'arrête? Voilà, merci. Voilà, Monsieur le Président, j'ai recensé une dizaine de questions, donc précisément 12 questions. Voilà, des questions posées par les babinotes. Alors, la première, quelle stratégie politique mettez-vous en place pour la libération du président Laurent Gbagbo? 12 questions, oui, voilà, c'est ça. Quelle stratégie politique mettez-vous en place pour la libération du président Laurent Gbagbo? Alors, la deuxième question, que pensez-vous de la présidentielle en 2015? Troisième question, Monsieur le ministre, Gbagbo demandait aux militants de ne pas vous suivre. Quelle sera votre action? Et la quatrième question, Monsieur le Président, vous dites que vous luttez pour la libération de Monsieur Gbagbo, mais en même temps, vous vous attaquez à la femme, à son gendre. Ne pensez-vous pas que vous affaiblissez le président Gbagbo par votre prise de position? La cinquième, Monsieur le Président, s'il vous plaît, pouvez-nous dire la raison pour laquelle vous vous opposez à la candidature du ex-président Laurent Gbagbo? La sixième question, Monsieur Afi, est-ce finalement ceux qui vous ont battu n'avaient pas raison de le faire par l'intérêt du FPI? Montre que la démocratie est inconnue au FPI. Je reprends la sixième question, Monsieur Afi, est-ce que finalement aujourd'hui, ceux qui vous ont combattu par à l'intérieur du FPI démontrent que la démocratie est connue au FPI? La septième question, que pensez-vous du comportement actuel de quelques membres du FPI? La septième question, que pensez-vous du comportement actuel de quelques membres du FPI? J'espère que... Ah oui, je crois que ça passe. Bien, je voudrais remercier ceux qui viennent de prendre la parole. Le premier intervenant a demandé comment je peux affirmer et connaître ce dont pense Monsieur Laurent Gbagbo. Votre deuxième intervenant a évoqué la même question en faisant référence à Katina, qui affirme un certain nombre de choses. Et il enchaîne en disant qu'en tant que porte-parole, sa voix compte. J'en pense. Ce que je voudrais dire, c'est que parmi tous les collaborateurs, je peux m'énorgueillir de faire partie de ceux qu'il a eu véritablement confiance, il a fait confiance. Et il s'est le plus appuyé dans ces 20 dernières années. J'ai été le directeur de cabinet du président Laurent Gbagbo à partir de 1994. Il m'a choisi comme son directeur de campagne en 1995. Nous avons boycotté l'élection présidentielle. Il a reconduit cette confiance en 2000. Nous avons gagné ensemble l'élection présidentielle. Il a fait confiance comme premier ministre, son tout premier ministre en 2000, après la victoire. En 2001, il m'a passé le flambeau à la tête du Front populaire ivoirien. Je voudrais rappeler que même en 99, après le coup d'État militaire, il m'a fait confiance en me désignant l'équipe gouvernementale de la transition militaire en qualité de ministre chargé du tourisme et de l'artisanat. En 2010, j'ai été son porte-parole en qualité de candidat à sa propre succession à la télé.
de Côte d'Ivoire. En 2011, au plus fort de la crise post-électorale, j'étais à ses côtés. Des moments où il a eu à recevoir les différentes missions qui sont déplacées à Côte d'Ivoire. Et quand l'Union africaine a demandé que les protagonistes se retrouvent à Addis Abeba pour que les conclusions du panel leur soient communiquées, c'est à moi que le président Gbagbo a fait confiance. D'une délégation qui s'est rendue à après Addis Abeba, toujours dans le cadre de la recherche d'une solution à cette crise post, plusieurs missions en Afrique du Sud, en Guinée équatoriale, que j'ai accompagné comme je pouvais le faire, et je lui ai rapporté les conclusions de tous les pairs qui étaient engagés dans des actions pour permettre de sortir de la crise. C'est donc dire que j'ai occupé une position que je peux considérer avantageuse aux côtés du président. Tous ceux qui s'expriment et qui disent connaître les pensées du président Laurent Gbagbo, il va se dire qu'ils sont mieux informés sur le président Gbagbo, qu'ils connaissent la psychologie du président Laurent Gbagbo, qu'ils connaissent les intentions du président. Les dernières personnes que le président Gbagbo a parlé, s'agissant dont il fallait sortir de cette crise. De quoi je parle? Mais en tant que sachant, je ne peux pas exposer sur la place publique tout ce que je ne peux pas exposer sur la place publique comment le président Gbagbo aurait agi s'il était à ma place. Mais je connais qui pèse sur mes épaules et j'entends les assumer avec détermination, sans état d'âme, que je le fais dans l'intérêt du président Gbagbo, dans l'intérêt du Front populaire ivoirien et de la... Pourquoi, comme vous l'avez dit, vous avez salué Martinez, mais c'est pourquoi je tiens et que je ne pas. Parce que je sais, ayant passé tout ce temps aux côtés du président Laurent, quelle doit être l'attitude du président du Front populaire ivoirien actuel et dans le contexte actuel, être utile au président Laurent Gbagbo dans les liens de aujourd'hui à la CPI et pour être à la Côte d'Ivoire et à l'avenir du donc je le fais vraiment en étant serein parce que je sais que la voie que je propose telle qu'il faut aujourd'hui, nous voulons que le Ivoirien s'en sorte. Sinon, alors vous dites, un des internautes dit aussi que nous avons donné un mauvais exemple de démocrate, que nous n'avons rien à apporter à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il doit s'agir d'un RHDP, certainement même RDR. Je voudrais dire que ce sont les militantes du front du RDR elles-mêmes qui apportent la réponse à cette puisqu'elles disent ici à Abidjan Gbagbo Kafissa. Cela signifie que Laurent Gbagbo. Si nous recrutons Laurent Gbagbo, cela veut dire que nous sommes désireux de voir le Front populaire ivoirien de nouveau au pouvoir pour corriger les insuffisances du pouvoir, pour reprendre en main la marche de ce pays. Ça a été une grave erreur de confier la destinée de ce pays à ceux qui assument la responsabilité à l'heure actuelle. C'est pourquoi nous nous battons, parce que nous savons qu'à l'heure actuelle, le Front populaire ivoirien constitue en définitive la dernière chance pour ce pays de prendre sa marche en avant dans l'unité. Et maintenant, la leçon que nous tirons de la crise post-. La première leçon, c'est qu'il faut tout faire. Et à cause du pour que ce pays-là retrouve son unité et que les Ivoiriens vivent en paix et dans l'harmonie et aillent aux élections, je dirais, dans la sérénité, dans la joie, en allant voter libre, de manière à ce que tous les contentieux qui peuvent naître d'une élection, que ce soit se règle par la voie pacifique, la voie politique.
Est-ce que je pense à la démission? Non, je ne pense pas du tout à la démission. Je pense qu'en tant que militant politique, la démission, cela signifie, est un aveu d'impunité. Il faut se battre jusqu'au dernier moment. Il faut se battre démocratiquement et que ce soit que les militants vous mettent à la estime que vous n'avez plus rien à apporter à la lutte. Or, à l'heure actuelle, et ce que j'ai fait dès ma sortie de prison l'atteste, je continue de compter sur moi. Et grâce à l'action déterminée que j'ai engagée à partir de septembre 2013, quand je suis sorti de prison, que les militaires ivoiriens ont commencé à respirer, à retrouver la joie et la confiance. Les Ivoiriens ont commencé à prendre conscience que la paix est possible, que la liberté est de retour. Et donc, il y a encore, je dirais, une partition à jouer dans la restauration du Front populaire ivoirien, la restauration de la paix et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais le jour où les militants estimeront que j'ai suffisamment donné et que j'ai atteint, je dirais, ma limite d'incompétence à passer le flambeau. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc, je continue. Je regrette que le professeur Adou Koulibaly soit parti. Et chacun a son expérience avec le front. Chacun a sa stratégie pour estimer, ainsi le concerne, que la meilleure façon d'être utile au pays était d'aller. A besoin toujours de moi et que j'ai encore ma place au Front populaire ivoirien vis la Côte d'Ivoire. Les stratégies pour la libération du président Laurent Gbagbo. Il y a eu plusieurs occasions de dire. Notre stratégie, c'est la stratégie du dialogue politique, de la négociation, lobbying. Parce que tout le monde s'accorde à dire que le président Laurent Gbagbo est d'abord politique avant d'être judiciaire. C'est donc par la politique que nous le président Gbagbo de la CPI. La politique, c'est la négociation. La politique, c'est le dialogue. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, ce n'est pas l'affrontement, ce n'est pas la violence. Nous utilisons la voie de la dialogue et du lobbying pour déployer tout ce que nous pouvons déployer. Pour le moment, compte tenu du fait que nous-mêmes nous étions pratiquement dans les liens de la détention, puisque l'action n'a pas été suffisamment massive. Et à partir du moment où nous travaillons à faire en sorte que les sanctions qui pèsent sur soient levées et que nous ayons à l'intérieur comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, nous allons déployer tout ce dont nous savons pour pouvoir peser sur la situation judiciaire du président. La présidentielle de 2015, ce que j'en parle, un moment très important pour la Côte d'Ivoire. Il faut que par ces élections, nous atteignions l'objectif que nous n'avons pas pu atteindre en 2010 et restaurer la paix et la stabilité du pays. Les élections sont fondamentales. Il faut qu'elles soient transparentes. Il faut qu'elles soient crédibles. Il faut qu'elles constituent, je dirais, l'occasion de tourner définitivement au coup d'État, aux rébellions, à l'instabilité, aux prestations post-électorales. C'est pourquoi nous nous battons pour que les conditions soient justes et transparentes, que la sécurité soit restaurée sur l'ensemble du territoire à travers le démantèlement des dozos, le démantèlement, la réinsertion et l'armement des ex-combattants, l'encadrement des FRC, la restauration de la police et de la gendarmerie, afin que le corps joue le rôle que l'État leur a confié dans la sécurisation du pays et leur rôle régalien du maintien de l'ordre public. Et donc, nous travaillons à cela. Nous travaillons à ce que aussi les conditions électorales elles-mêmes soient transparentes. Nous travaillons à ce qu'il y ait un minimum de réconciliation pour que tous les Ivoiriens puissent aller voter, soient engagés dans le processus électoral, comprennent qu'ils ont une partition à l'avenir de leur pays. Et donc, les
élections de 2015 seront déterminantes pour la stabilité durable en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens s'y engagent. Parce que si nous ratons ces élections, nous risquons de tomber dans la crise. Or, les Ivoiriens ont suffisamment souffert. La crise a été dramatique. Il y a eu plus d'1 million de réfugiés. Jusqu'à ce jour, des centaines de milliers d'entre eux sont attendent pour que le gouvernement mette en moyens logistiques, les moyens financiers aux compatriotes qui sont dans les camps de réfugiés, au Ghana, au Togo, au Bénin et au Libéria, pour que tous rentrent leur pays en toute sécurité et puissent prendre leur place dans leur nation. Gbagbo demande aux militants de ne pas me suivre. Et je crois qu'ils exprimeront à travers que nous allons avoir, et j'en prendrai l'aventure. Je suis désavoué parce que je veux servir la Côte d'Ivoire, je veux servir le Front populaire ivoirien, mais je ne servis pas le Front populaire ivoirien contre la des militants du Front populaire ivoirien avec leur caution. C'est avec leur... Les militants du Front populaire ivoirien sont ce que je fais, ce n'est pas par ambition du parti et dans l'intérêt de mon pays. Si les militants estiment que j'en ai plus leur confiance, sachez que, soyez assurés que je n'hésiterai pas à rendre le tablier. Je dis que je lutte pour la libération d'Gbagbo, sa femme et son gendre. Cela ne constitue pas un affaiblissement. Je n'ai jamais attaqué son épouse. Et je dis ce qui est et ce que je sais. Et je vous ai dit tout à l'heure, j'en sais plus que je n'en dis. Donc, toutes les prises de position, interpeller ceux qui, profitant de leur proximité avec le président Laurent Gbagbo, cherchent à assouvir des ambitions qui sont totalement éloignées des préoccupations et des attentes du président Gbagbo et qui parfois contribuent à ambition qui contribuent à fragiliser le Front populaire ivoirien, à fragiliser la cause du président Laurent Gbagbo. Et quand je le dis, je me réfère à tout ce qui nous est arrivé en 2002, à la faveur de la rébellion du 19 septembre 2002, jusqu'en 2010-2011, le rôle que certaines personnes ont joué, les suggestions, les orientations qu'ils ont fait faire à certaines autorités et qui nous ont là où nous sommes. Il ne souhaite pas que le Front populaire ivoirien revive cette expérience malheureuse. Le Front populaire ivoirien s'engage à travers le président Laurent Gbagbo dans une voie sans issue parce que, profitant de leur proximité, ont suggéré certaines initiatives, ont agi pour faire en sorte que une décision soit prise, décision qui a été heureuse et qui pourrait ne pas être heureuse pour l'avenir. La position que je prends, c'est dans l'intérêt du parti et chaque fois que les intérêts du Front populaire ivoirien seront le courage. Je sais que les positions que je prends ne sont pas souvent parfois comprises, mais le leader du Front populaire ivoirien, il faut que j'ai le courage de la vérité. Il faut que j'ai parfois le courage même de choquer certaines personnes. Et si on refuse de choquer, si on refuse parfois même de scandaliser, on ne joue pas son rôle d'éclaireur, on ne joue pas son rôle de leadership. Et parfois, il est arrivé souvent que parce que nous n'avons pas eu le courage de dénoncer ce qui doit être dénoncé, le courage de rompre avec certaines attitudes, nous avons été entraînés à notre lutte. Le comportement de quelques membres actuels. Je pense que dans ce qui arrive, ce qui se passe au Front populaire ivoirien, il y a deux dimensions. Il y a la dimension des opportunistes, c'est-à-dire de tous ceux qui nourrissent des ambitions de prendre le contrôle du parti pour assurer
des ambitions personnelles, reprendre leur revanche sur le passé. Certains sont impliqués dans la crise actuelle. Il s'agit par exemple de ceux qui, la direction du parti, quand nous sommes et qui progressivement se sont installés en sortir, qui en 2012, alors que nous étions encore en prison, ont organisé un congrès pour élire un nouveau président. En ont été dissuadés par l'ancien. Quand je suis sorti de prison, ils sont venus me voir pour poser le problème de la liberté provisoire, parce que j'étais en liberté provisoire, je peux faire la politique. Et qui étaient prêts à engager une consultation juridique pour savoir si j'avais le droit de reprendre la direction. Qui par la suite ont tout mis en œuvre pour travailler, parce que ayant échoué à m'écarter de la direction du parti, je vais former le projet de tout faire pour que je n'ai pas de résultats et que je sois imprévisible à l'occasion du prochain. Qui se sont donc opposés au réaménagement technique du secrétariat général à travers ce réaménagement, de me donner les moyens d'agir avec, de mener le Front populaire ivoirien. Qui, ayant vu qu'ils ne pouvaient pas me vaincre à l'occasion du congrès qui est en perspective, ont pensé que utiliser le nom du président Laurent Gbagbo, brasser de moi et gérer le Front populaire. Il y a donc cette catégorie de militants de cadres à l'heure actuelle au sein du Front populaire. J'ai qualifié d'opportunistes. À côté, il y a des militants qui sincèrement pensent que a une attitude émotionnelle vis-à-vis, qui, pour cette raison, prône un certain nombre d'attitudes que nous ne pouvons pas suivre, parce que aujourd'hui, l'émotion qui doit guider notre action. La raison. L'émotion est notre. Nous avons souffert, nous continuons de souffrir. Ça fait compréhensible que c'est des sentiments, d'émotions, de colère, d'affection qui les animent. Mais il ne faut pas que ces sentiments prennent le pas sur la raison. Que nous gardions notre raison, que nous élevions au-dessus de nos sentiments. Voix pour sortir le peuple ivoirien des difficultés et pour rester les militants du Front populaire ivoirien. C'est pourquoi, malgré les émotions, malgré les souffrances, nous proposons un dialogue politique. Ce n'est pas facile de dialoguer. Quand vous n'avez pas le choix, quand la voie de l'avenir passe par le dialogue, quand c'est par le dialogue que vous pouvez tourner la page des violences, il faut avoir le courage de l'affronter. Les pays qui ont connu les crises l'ont fait. Mandela l'a fait. Et c'est au nom du dialogue que les Sud-Africains ont pu accorder les uns aux autres que ce pays est un pays émergent et que le président Mandela a été salué à l'occasion de son dernier adieu à notre terre. Donc, nous devons travailler à mettre la réconciliation du pays, la Côte d'Ivoire, est un avenir. C'est la vraie raison de nos est déjà indiqué, parce que je considère que le président Laurent Gbagbo n'en a pas besoin. Que lui confier la présidence du Front populaire ivoirien, c'est exposer inutilement. Que lui confier la présidence du Front populaire ivoirien, c'est décapiter le parti et programmer son déclin. Donc, la présidence du Front populaire, le président Laurent Gbagbo comporte plus d'inconvénients que d'avantages. Il n'y a aucun avantage. Parce que ce n'est pas parce qu'il est président du FPI que ça va influer positivement sur le dossier judiciaire. Parce qu'un président de parti ne peut pas être au-dessus d'un président de la République. Or, le président a été déjà président de la République. Il est un homme connu de toute la planète. En redevenant président du FPI, qui va gagner en notoriété. Il ne gagne rien à être le président du... Au contraire,
il posait. Si il y a des problèmes ici en Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'activité du parti, il sera responsable. Et cela peut alourdir son dossier judiciaire. Le parti lui-même court de grands risques en ayant un président qui n'est pas physiquement en mesure d'être la fonction et qui va sous-traiter cela à un président par intérim qui va gérer le parti. Lui-là n'aura aucune autorité. Et son action sera en permanence entravée par tous ceux qui ne seraient pas d'accord à décider. Donc c'est pour tout. Et puis ce serait même un des... Pendant plus de 20 ans, le président Gbagbo n'a pas formé le cadre pour aujourd'hui assumer l'héritage de son parti à ce moment précis où il n'est pas en mesure d'être présent à la tête de cet organisme. Un bon message en direct. Nous avons suffisamment de cadres vaillants, on leur fait confiance que ce dont le président Gbagbo a besoin aujourd'hui, c'est véritablement une organisation mobilisée, déterminée, solidaire, libérée. Et c'est pourquoi il n'a pas fait acte de candidature. Mais que le président Gbagbo n'a pas fait acte de... Le président Gbagbo n'a pas décidé de prendre le Front populaire ivoirien. S'il avait décidé, il serait le premier à le savoir, et c'est dans les instants cette candidature aurait été examinée. Le secrétariat exécutif, c'est à l'intérieur que nous avons examiné ce souhait du président Gbagbo. Si nous en étions tous convaincus et que nous avons décidé de le prendre en charge, le secrétariat général au comité central et le comité central au congrès. Or, qu'est-ce que nous avons observé? Appel de Mama par 4 filles. Appel qui devient après une proposition de candidature qui devient une candidature à la magie de la forfaiture du contrôle. Le président Gbagbo, le président Gbagbo ne peut pas raser les murs s'il veut prendre la direction. S'il veut le faire, il va l'affirmer clairement. Faire même posant une candidature, ruserait-il avec les procédures? S'il ne ferait pas une demande manuscrite, comme le comité de contrôle l'a souhaité, transmettre par le canal du greffe de la CPI pour que nous le recevions formellement et officiellement, au lieu de tout ce circuit compliqué qui passe par une authentification à Amstelville, à de route, par un notaire, alors qu'il y a des dizaines de notaires à La Haye, par un avocat qui prend ce courrier en charge depuis Bruxelles, prend un avion pour venir à Abidjan. C'est trop compliqué pour ressembler au président Gbagbo, alors qu'il suffisait transmise par le canal du greffe des pays, même en envoi recommandé, pour que nous le recevions ici. S'il veut choisir même cette voie de nous directement pour que nous puissions au niveau du secrétariat et du comité central. C'est donc un stratagème de ceux qui veulent se débarrasser du président actuel du Front, qui n'en ont pas les moyens politiques, parce qu'ils ne peuvent pas l'affronter. Une ruse pour que je quitte la direction du parti et qu'il puisse gérer ce parti par procuration. D'ailleurs, dès que le comité de contrôle a le président Gbagbo était là, c'était cette de moi, le président Gbagbo est candidat, retire ta candidature. Pendant plus de 2 semaines, nous sommes dans cette dynamique. Le président Gbagbo retire la candidature. Depuis quand le président Gbagbo est candidat? Où est-il est candidat? Donc, le débat a commencé sous cette forme, et donc je voulais dire que jusqu'à preuve du contraire, le président Gbagbo n'est pas candidat. Et donc nous devons régler la question de la direction du parti au-dessus de ces questions-là et en dehors de nos palabres internes. Je crois que, est-ce que ces palabres internes ne dénotent pas d'une absence
ne justifie pas le combat que les adversaires ont mené. Pas du tout que ce soit la démocratie qui soit en jeu dans cette affaire. C'est plus la question de temps. Et la manière dont nos adversaires s'expriment le fait qu'ils refusent la voie des élections que nous leur proposons. Ce sera un parti démocratique. Et il crois que j'ai fait le tour des questions qui ont été posées. Président Pascal Affi-N'Guessan, nous avons donc recensé les questions au fur et à mesure que vous étiez en train d'intervenir. Et je voudrais donc poser les questions des internautes, des babinotes. La première question est la suivante. Que pensez-vous réellement de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire? Est-ce une situation à l'amélioration, à la violence ou à la réconciliation? Première question. Deuxième question. Monsieur le Président, vous indiquez que Laurent Gbagbo n'est pas candidat. Que pensez-vous de toutes les preuves de son avocat, du notaire de la Haye et de tous ceux qui viennent de la Haye? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, certaines personnes disent que vous avez reçu une forte somme d'argent pour la réhabilitation de votre résidence. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette accusation? Ensuite, la dernière question, certains partisans au sein du Front populaire ivoirien pensent que vous êtes proche du président Alassane Ouattara et pensent que vous pactisez avec lui. Qu'avez-vous à leur dire pour les rassurer? Est-ce que le staff de M. Pascal Affi-N'Guessan a bien noté toutes les questions pour que immédiatement je lui passe le micro pour répondre à ces 5 questions? Bien, merci pour la question. La situation en Côte d'Ivoire, je pense qu'elle est à l'amélioration, mais il faut considérer que le gouvernement peut faire mieux et doit faire mieux. Que nous avons toutes les possibilités d'améliorer davantage la situation et de faire en sorte qu'il retrouve définitivement la stabilité, surtout dans la perspective des élections qui vont avoir lieu. Il y a une amélioration, mais elle est lente, elle n'est pas suffisamment profonde. Il faut l'amplifier. Et c'est ce que nous demandons au gouvernement, et c'est la justification de notre insistance à poursuivre. Il y a amélioration en ce qui concerne relative, mais il reste encore beaucoup à faire parce que total. Le désarmement des combattants n'est pas total. Il n'y a pas une évaluation suffisante de la durabilité de ce processus de désarmement. Les dozos ne sont pas tournés dans leur aire géographique. Il y a encore des dozos et des barrages en certains endroits du territoire national. La police et la gendarmerie ont quelques moyens, mais nous pensons renforcer leur place et leur rôle. Il y a des améliorations, mais il reste beaucoup à faire. Il faut surtout travailler sur la réconciliation à travers la libération de tous les prisonniers politiques pour ramener l'apaisement général dans le pays. Que tous ceux qui ont encore leurs parents ont des potentiels et les Ivoiriens qui continuent de souffrir, apaiser les cœurs de façon durable en libérant tous les prisonniers politiques, favorisant le retour de tous ces jeunes encore dans des camps de réfugiés. Nous avons proposé au gouvernement que un comité soit mis en place pour que nous coordonnions ensemble le retour des exilés, surtout les jeunes qui sont dans et je crois que c'est en posant ces actes-là que nous pouvons consolider le processus de paix dans le pays. Un autre internaute dit qu'il y a des preuves abondantes de la candidature, de ce que M. Gbagbo est candidat. Mais justement, c'est l'abondance qui est l'abondance d'éléments, cette insistance des conférences de presse, c'est tout suspect. Parce que le président Gbagbo n'a pas besoin de tant de preuves pour dire qu'il souhaite. Lorsqu'on passe ces preuves-là à la loupe, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'incongruités, beaucoup de choses suspectes. Par exemple, dernièrement, nous avons reçu un document soi-disant émanant du notaire qui avait authentifié
également le 27 novembre en particulier, la signature du président, dont la signature apposée sur la lettre soi-disant provenue du président. La première chose, c'est que en ce dernier document, le notaire est rendu à la haie le 20 novembre 2014. Alors que précédemment, dans la lettre du 27 novembre, le même notaire dit qu'il a authentifié le 25 novembre 2000. Déjà une contradiction. Le document authentifié le 25 novembre 2014, le notaire dit qu'il ne s'est pas rendu, qu'il n'a pas rencontré lui-même le président Gbagbo. Mais c'est un de ses collaborateurs qu'il a vu et qui est venu dire que la signature en question est celle du président Gbagbo. Or, dans le dernier document, ce même notaire affirme qu'il a donc pris lui-même la déclaration du président Laurent Gbagbo. Donc, deux contradictions. Comment voulez-vous que nous accordions de l'importance et que nous considérons ces gens-là comme non fiables si, dans leur déclaration, si ils donnent des dates erronées? Dans le document de novembre 2014, on a exigé la carte d'identité du Laurent Gbagbo. Très daté de 1915. C'est donc une carte d'identité verte. Or, ils disent que cette carte d'identité expirait en 2010. Pourtant, nous savons en Côte d'Ivoire les cartes nationales d'identité en 2000. Or, nous savons en Côte d'Ivoire validité de 10 ans. Donc, si il devait perdre sa validité en 2000. Donc, voilà un certain nombre d'incongruités que nous observons à croire véritablement qu'il s'agit d'une machination orchestrée par des gens qui profitent du fait que le président Gbagbo est dans l'incapacité d'agir et de faire connaître, utiliser cette proximité pour, et en particulier, aider des amis ici qui n'ont pas la capacité politique de compétir dans une élection pour la présidence du F, pouvoir arriver à leur fin en utilisant le nom du président. Disons, pour cela, toutes les preuves sont suspectes. Et manifestement, il s'agit d'une manœuvre orchestrée par certaines personnes de leur proximité avec le président Gbagbo. Ensuite, nous savons tous que, et on le dit abondamment, que aucun document ne peut sortir de la CPI sans passer. Qu'aucun document ne peut parvenir aux détenus à la CPI sans passer. Dire même que le président Gbagbo a signé un document et que ce document est en la possession de certaines personnes. Que ce papier soit passé par les grèves, c'est en quelque sorte même un crime du président Gbagbo. C'est l'engager dans une manœuvre. C'est donner le sentiment que le président Gbagbo peut faire sortir des documents frauduleusement de la CPI. Ce n'est même pas dans son intérêt que certaines personnes disent qu'il a fait des documents alors que ces documents ne proviennent pas du greffe de la CPI. Dernièrement, la CPI a publié un communiqué pour dire qu'elle ne se sentait pas concernée par les documents faisant que le président Gbagbo a formulé et qui utilisent ces manœuvres-là ne savent pas que quelqu'un y mette en difficulté le manœuvre, qu'il ne respecte pas les règles, qu'il peut faire sortir frauduleusement des documents. C'est une bonne chose pour l'image du président de son dossier. Oui, c'est vrai, ici à Abidjan même, beaucoup évoquent, certains parlent de 1 milliard, de 2 milliards, de 6 milliards que j'aurais reçu de la part du pouvoir pour agir dans le sens de la réconciliation. Je voulais dire d'abord que pour promouvoir la réconciliation, la réconciliation entre les fils, on n'a pas besoin de payer quelqu'un. Pour dialoguer avec le gouvernement, on n'a pas besoin de payer quelqu'un. Dans l'intérêt de nous tous, du Front populaire du pays, que nous dialoguons, ils ne voient pas pourquoi on va me payer pour dialoguer avec le gouvernement. Parce que le dialogue, nous l'avons réclamé. Même pas moi qui l'ai réclamé. C'est la direction intérimaire qui a le dialogue avant que je ne sorte de prison. Septembre 2011. Et le dialogue a commencé en janvier-mars 2012 sans succès. Nous avons repris à ma sortie de prison 2013. Et nous ne dialoguons pas clandestinement. Nous assumons le choix du dialogue comme modalité de résolution de la... Pas pourquoi on va me payer. Et si d'aventure j'avais cette somme, je serais à Abidjan. Certains disent, ouais, ma maison est réhabilitée à la Riviera 3 Mbadon et qui vient nous voir parce que j'ai deux bureaux qui sont aménagés là. Ça, ma maison n'est pas du tout réhabilitée. Elle est dans le même état où les FRC l'ont.
comme toutes les maisons qui ont été détruites au village sont encore dans le même état. Certains disent qu'il y a un cortège de type présidentiel, alors qu'aujourd'hui ce sont des camarades militants qui me prêtent des véhicules. Donc tout cela constitue des mensonges. Si j'étais un proche de Alassane Dramane Ouattara et que je pactisais avec lui, je n'aurais pas expulsé de la maison que j'occupais au plateau en octobre. Cette maison, malheureusement, je suis obligé d'en parler puisqu'il s'agit bien de se défendre et de démontrer aux yeux de l'opinion que tout ce qui se raconte sur nos comptes que pur mensonge et volonté de nuire. Je suis sorti de prison et je me suis retrouvé dans un appartement de 3 que disent les textes en matière de proposer se demande pour accepter la proposition de candidature. Il y a 2 raisons. Une raison d'ordre juridique et aussi une raison d'ordre politique. Les 2 vont ensemble. La raison d'ordre politique, c'est que si dans les procédures de candidature, on donne la possibilité d'association à des adhérents de faire des propositions de candidature, ces propositions sont toujours assorties de demande d'acceptation à la personne proposée. On n'a jamais vu nulle part des gens qui sont devenus candidats et élus à la tête d'une organisation, tout simplement parce qu'ils sont proposés et sans que l'organisation ait demandé leur assentiment, sans que l'organisation leur accord. Quand on vous pose, on vous demande tous d'accepter la proposition ou pas. Votre propre engagement est important. D'ailleurs, pour cela que dans les dossiers de candidature, on demande aux candidats de formuler des demandes manuscrites et non dactylographiées. Manuscrites, eux-mêmes puissent engager de façon délibérée, de façon claire. Et ce sont eux-mêmes qui sont candidats. Vérifier que la personne manifeste sa volonté de se porter candidate à l'élection. C'est ce que la pratique exige. Et c'est ce que nous observons au plan juridique, les propositions de candidature, et c'est ce qui vient après la publication des provisoires des candidatures volontaires. Toujours les propositions de candidature viennent après. Quand soit il n'y a pas eu de candidature volontaire, soit les candidatures volontaires ne sont pas satisfaisantes aux yeux d'un certain nombre d'adhérents ou de militants, alors en ce qui concerne le cas que parlons, la proposition n'a pas été formellement acceptée. Son proposé n'a pas manifesté d'accepter d'être candidat. Comment voulez-vous élire quelqu'un qui n'a pas dit qu'il acceptait la proposition de candidature? Donc il y a déjà ce problème. Ensuite, la proposition de candidature du groupe d'Accra est venue au début du processus, non après la publication. Elle était prématurée, elle ne respectait donc pas du parti. En ce qui concerne M. Ibrahim Mamadou, vous dites que on mène le même combat. Je ne sais pas comment on mène le même combat. En tout cas, la réalité, c'est que à l'heure actuelle, il est à la tête d'une formation qui a quitté le Front populaire ivoirien et qu'il est là pour la paix, pour la stabilité, pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Et si l'événement politique devrait nous conduire à un rapprochement, sachez que travailler ensemble à la restauration et de la stabilité, le rapprochement FPI-PDCI, oui, c'est le rapprochement FPI-PDCI est l'inspiration de beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Mais la réalité à l'heure actuelle, c'est que le président du PDCI a fait l'option d'une candidature unique du RHDP et se bat avec la direction que cette option soit entérinée par les organes de son parti. Un parti qui doit se tenir dans une telle enseigne que nous ne voyons pas comment, au niveau de la direction du PDCI, envisager travailler ensemble à la synergie entre nos forces. Par contre, en dehors de la direction, un certain nombre de cadres du PDCI ont manifesté leur opposition à la candidature et souhaitent être eux-mêmes candidats à la. Avec cela, je pense qu'il y a des espaces
de rapprochement. Il y a des espaces pour travailler ensemble, pour revoir comment, si nous allons chacun de à un premier tour, nous puissions nous rapprocher, créer la synergie, conjuguer nos efforts pour pouvoir arriver au changement. Il faut considérer qu'à l'heure actuelle, c'est plus du côté des candidatures indépendantes, plus du côté des militants qui sont hostiles à la candidature unique, qu'il faut que le PL est engagé dans un procès du président du RDR. Et l'Internet, je pense que c'est une réalité, c'est un besoin, c'est une nécessité. Il faut travailler, vulgariser cet outil qui peut qu'apporter davantage, je dirais, à l'économie du pays. Le changement de l'article 35 tire sa source, je dirais même d'une dichotomie entre les institutions, les textes qui gouvernent la réalité sociopolitique du pays. Cette réalité, cette dichotomie, contradiction entre les réalités sociopolitiques du pays et les textes qui nous sommes donnés, qui expliquent en partie la crise. Nous voulons reconstruire la stabilité du pays, un nouveau contrat social, la mise à plat de tous nos textes. Ça passe par un réexamen global de toutes nos institutions venues d'examiner l'éventualité d'une troisième république. Je vais vous dire au revoir, vous remercier infiniment ceux qui ont posé des questions, les remercier. Espérer qu'ils seront nos avocats dans toutes les tribunes où on parle de la crise ivoirienne pour aider avec la vision du président du Front populaire ivoirien, pour apporter les assurances et aussi les apaisements nécessaires à tous nos compatriotes. L'engagement du président du Front populaire ivoirien. C'est vrai que la démarche que nous avons décidée ne rejoint pas ce que souhaitent certaines personnes du pays, parce que nous considérons qu'à l'heure actuelle, l'intérêt de la cause du Front populaire ivoirien, l'intérêt réside dans la mise en œuvre du dialogue politique, le processus de réconciliation nationale.